Lundi 13 mars 2017, bienvenue à tous au rendez-vous du 13h sur la télévision nationale. La ville de Kandi sous un visage plus attrayant, c'est la première conséquence remarquable de la politique de libération de l'espace public. Firmin Bassao nous fait dans cette édition le point de l'opération démarrée vendredi dernier. La campagne de commercialisation du cajou est lancée. Il sera vendu à 500 francs le kilogramme. Mais quelle place occupe le Bénin dans cette filière au plan régional et mondial et quels sont les enjeux de la promotion de cette spéculation? L'ONU est à la recherche de près de 560 millions de dollars pour venir en aide aux réfugiés soudanais en Ouganda. Ils sont plus de 800 000 Soudanais du Sud à avoir traversé la frontière. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour. Kandi s'inscrit désormais sur la liste des villes présentant un visage plus attrayant de la part de la clarté de ses rues. La politique de libération des trottoirs et autres espaces publics jadis illégalement occupés, la décision est entrée dans sa phase active à Kandi avec démolition des boutiques et hangars érigés le long de la route inter-État Kandi-Malanville. L'opération coup de poing a été lancée donc le vendredi dernier par le préfet du département. Suivons le point avec Firmin Bassao et Judicaël Aïna. Des édifices, des boutiques qui s'écroulent tels des châteaux de cartes. Sous la supervision du préfet de l'Alibori, les riverains de la route nationale inter-État numéro 2 assistent impuissants à la destruction des bars, boutiques et autres édifices situés sur l'emprise de cette route inter-État. Même le palais royal n'échappe pas à ce toilettage. Nous sommes présentement ici sur l'axe central, au niveau de la route nationale inter-État numéro 2. Et c'est à partir d'ici que nous voulons lancer cette opération. Il y a tout le comité départemental ici et le comité opérationnel local. L'engin est là et je voudrais demander à nos concitoyens de se rendre disponibles, de se rendre sages pour accompagner l'action comme ils l'ont déjà fait. Tout le monde doit pouvoir s'exécuter. Si après plusieurs semaines de sensibilisation, certaines personnes restent réfractaires à cette mesure de libération de l'espace public à Kandi, le grand nombre par contre s'exécute de façon spontanée. Un acte de civisme salué ici par les autorités. Je remercie d'abord la population de Kandi pour sa collaboration, sa patience et pour, disons, son acceptation d'un des volets du programme d'action du président Talon. Pendant un mois au moins, nous avons fait une série de sensibilisations et d'informations à l'endroit de nos concitoyens pour leur faire comprendre l'enjeu et pour qu'ils adhèrent tout de suite et de façon spontanée, n'est-ce pas, à cette volonté du chef de l'État d'embellir et d'aménager totalement les grandes villes du Bénin. Pendant ce temps, dans les rues et recoins, on s'acharne à sauver ce qui peut l'être encore. Restons un instant à Kandi avec notamment les femmes de cette commune qui ne sont pas restées en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme. Sous le haut parrainage du préfet de l'Alibori, Mouhamadou Moussa, elles ont marqué à leur manière cette célébration et souhaitent une autonomisation réelle de la femme béninoise. Firmin Bassao et Judicaël Aïna. Au-delà de son caractère festif, la commémoration de la Journée internationale de la femme à Kandi se veut être un creuset d'échanges et de prise de conscience face à la condition sociale de la femme. Ce 8 mars leur offre l'occasion de porter la voix des milliers de femmes dont les conditions de vie et de travail sont des plus misérables. Le constat aujourd'hui est qu'une très grande majorité de femmes travaillent dans l'économie informelle, les tâches domestiques et exercent des activités peu rémunérées et peu qualifiées. Elles ne bénéficient que d'une faible protection sociale. On ne peut pas avoir d'autonomisation sans la santé. Il ne peut pas avoir d'autonomisation si le peu de crédit qui est octroyé aux femmes est mal géré. L'autonomisation de la femme et sa promotion dans les instances de prise de décision reste pour les femmes de Kandi le souhait le plus ardent.
C'est pourquoi ce jour, nous avons décidé de nous réunir pour échanger sur les thèmes relatifs à notre santé et également à la gestion des microcrédits qu'on nous octroie. Les femmes doivent être plus que jamais au cœur de la relance économique et de la stabilité sociale. Les profondes considérations de l'autorité départementale qui me charge de vous dire que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, vous porte au fin fond de son cœur. La commémoration de la Journée internationale de la femme cette année à Kandy a toute une autre coloration. Plus de pagnes uniformes, mais aussi plus de détermination pour rendre la femme davantage autonome. À Parakou, le personnel féminin de la mairie a elles aussi, ces femmes bien sûr, elles ont célébré en différé ce vendredi la 22e édition de la Journée internationale de la femme, une fête parrainée par les autorités municipales. Nestor, c'est là pour le point. Loin de leur bureau pour un moment de détente, le personnel féminin de la mairie de Parakou célèbre ainsi la 22e édition de la Journée internationale de la femme. Nous, femmes, devrons travailler, prendre des résolutions afin qu'à l'horizon 2030, le Bénin soit un pays où l'égalité et l'équité favorisent la participation des femmes aux prises de décision, l'accès et le contrôle des ressources positives en vue d'un développement durable. Pour la responsable Jean à la direction départementale de la famille Borgo Alibori, le thème de cette année invite les femmes à plus de responsabilités. L'autonomisation de la femme dont on parle ici est l'action qui consiste à faire d'elle, c'est-à-dire de la femme, cette personne qui réfléchit et appréhende une situation, qui prend la décision de l'acte qu'elle va poser au regard de cette situation, qui participe à la prise de décision lorsque l'action est commune. La mairie de Parakou, en s'associant à l'initiative du personnel féminin, veut par la même occasion témoigner sa reconnaissance à l'ensemble des femmes de la commune pour leur contribution majeure au développement de Parakou et du Bénin. Ces femmes invitent les autorités à divers niveaux à orienter leurs programmes et stratégies de développement avec comme principe directeur l'autonomisation socio-économique de la femme, car pour elles, une femme heureuse est une famille comblée. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous. À Porto Novo, les femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin se sont également retrouvées pour marquer de leur empreinte l'édition 2017 de la Journée internationale du droit de la femme. Chirom Mungo. Les femmes fonctionnaires des parlementaires du Bénin célèbrent la Journée internationale de la femme. À part le caractère festif, elles ont décidé d'orienter leurs réflexions sur le thème « Approche de solutions pour une représentativité de la femme dans les instances politiques du Bénin ». Ce thème est conforme à la vision du gouvernement, celle d'améliorer les conditions de vie de la femme béninoise dans le cadre professionnel comme au niveau du cercle familial. Dans ce cadre, les célébrations de la fête du 8 mars ne seront plus seulement des occasions festives et de spectacles, mais surtout les instances de réflexion sincères pour repenser la place de la femme dans la société. Un objectif à atteindre avec la participation de tous, à commencer par les parlementaires. Le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires, dont l'objectif est de former et d'informer les femmes sur leurs droits et devoirs en vue de leur participation effective au développement socio-économique du Bénin, souhaite, entre autres, à éclairer les députés pour une meilleure production législative. Au Bénin, la femme a le droit d'élire et d'être élue. Je voudrais, comme on le dit dans notre langage, déposer le bagage sur votre tête et vous dire que si nous ne réussissons pas à promouvoir la femme au Parlement, à partir du Parlement, vous emporterez une certaine responsabilité.
Les femmes fonctionnaires des parlementaires du Bénin auront aussi marqué de leur empreinte la GIF 2017. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle célébration des droits de la femme. Un homme de pouvoir et une femme d'influence, c'est autour de ce thème que s'est tenue la conférence internationale des femmes d'influence CIFI, démarrée le mercredi 8 mars. Elle a pris fin ce samedi. Le point, c'est avec Rebecca Kendiaoundé, Serge Ayaka et Jules Akweikou. C'est la première conférence internationale des femmes d'influence qui s'est tenue au Bénin. Au cœur des discussions, l'amélioration des conditions de vie des femmes en milieu professionnel, social et spirituel. Ici, tout a été fait selon les préceptes de Dieu. Et en tant qu'épouse de Christ, nous devons influencer le monde dans lequel nous sommes, puisqu'il dit « Allez, multipliez-vous, assujettissez et dominez toutes choses ». Donc tout homme et toute femme, d'abord en étant esprit et enfant de Dieu, nous avons vocation à influencer. Maintenant, quand nous revenons dans notre nature humaine, les hommes sont des hommes de pouvoir, les femmes sont des femmes d'influence. Aucun pouvoir ne peut réussir sa mission sans être influencé. Donc nos hommes et nos femmes devraient marcher ensemble, chacun dans son couloir, mais avec respect l'un pour l'autre, humilité l'un pour l'autre, dans la sagesse, afin que les nations soient influencées. La conférence a duré 4 jours. 4 jours faits d'ateliers divers et riches en enseignements pour les participants. Nous avons appris beaucoup de choses. Des choses qui épatent, parce que jusque-là, la dimension divine de la situation de la femme n'a jamais été prise en compte. J'ai suivi l'atelier sur la ménopause et ça va me permettre de conseiller ma maman et de l'aider quand elle sera ménopausée. Et ça va m'aider aussi quand moi aussi je serai dans l'étape de la ménopause. J'ai trouvé là une très bonne initiative donc, des organisateurs. Si cette conférence-là n'avait pas existé, il fallait tout faire pour qu'elle existe. Parce que ça répondait aux besoins non seulement spirituels des couples, aux besoins des serviteurs de Dieu, aux besoins de la jeunesse et surtout aux besoins de la préparation des couples. La conférence a pris fin avec des remises de prix du couple. Rendez-vous en 2019 pour une nouvelle rencontre. Dans un autre registre que la femme à présent, une nouvelle association est portée sur les fonds baptismaux. Il s'agit de l'Association nationale des retraités du ministère de la Santé. Sa mise sur pied s'est faite au cours d'une assemblée générale constitutive tenue à Cotonou. Reportage. Il y a eu l'honneur. Ces agents, tous retraités du ministère de la Santé, sont venus de tous les départements du Bénin. Ils se retrouvent pour mutualiser leurs initiatives de solidarité. La mise sur les fonds baptismaux de leur association nationale poursuit des objectifs bien précis. Elle aura pour but de pérenniser les liens amicaux et d'améliorer les conditions de vie de ses membres. Ces objectifs seront entre autres de perpétuer l'esprit de solidarité et d'échange entre ses membres, de donner l'esprit de vivre mieux dans l'espoir et à travers donc les rencontres éducatives et festives, mettre à la disposition des institutions de la nation les expériences acquises. Même à la retraite, ces agents comptent accompagner le ministère de la Santé partout où le besoin se fera sentir. L'Association nationale des retraités du ministère de la Santé doit être apolitique et d'envergure nationale et pourra servir d'interface de réflexion entre les anciens et les autorités du ministère de la Santé à l'occasion des événements imprévus. L'Association nationale des retraités du ministère de la Santé bénéficie du soutien du ministère des Affaires sociales. C'est la disponibilité de son département ministériel à vous soutenir. Et d'ores et déjà, le bureau qui sera issu de vos assises pourra la rencontrer au temps opportun. Ces portes sont largement ouvertes et elle est disponible pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs. À la fin de cette assemblée générale, il est attendu un bureau de 6 membres pour diriger les rênes de cette association.
Quelle est la place du Bénin dans la filière anacarde? Deuxième produit d'exportation du Bénin après le coton, l'anacarde couvre 6 des 12 départements du Bénin. Le gouvernement vient de lancer la campagne 2016-2017 de cette spéculation en fixant le prix au kilogramme à 500 francs. Quelle est la place donc du Bénin dans la filière au niveau sous-régional et mondial? Quels sont les enjeux de sa promotion? Aurélie Sauton nous donne des indications dans ce magazine. Le Bénin est le deuxième producteur de noix de cajou dans la sous-région après la Côte d'Ivoire. Mais dans le monde, nous sommes 10e. En termes de qualité aussi, le Bénin est aussi 2e après la Guinée-Bissau. Tableau plus ou moins honorable, mais la filière anacarde du Bénin pourrait mieux se positionner si elle n'était pas confrontée à un problème d'ordre organisationnel. Le Bénin, entre-temps, était le premier producteur de noix de cajou dans la sous-région. Mais malheureusement, la Côte d'Ivoire, qui à un moment donné produisait 5 000 tonnes, pendant que le Bénin produisait 15 000 tonnes, est allé aujourd'hui à 700 000 tonnes et le Bénin est à l'étape de 100 000 tonnes. La Côte d'Ivoire, plusieurs filières déjà, avant d'aborder la filière anacarde, si bien que la Côte d'Ivoire sait comment organiser ces filières. Par contre, au niveau du Bénin, en dehors du coton, qui a été et qui demeure la meilleure filière organisée, il n'y a plus autre filière qui soit bien organisée. Au nombre des autres entraves à l'essor de la filière cajou au Bénin, le défaut d'encadrement des producteurs, la non-maîtrise de la qualité et surtout le manque de financement. Nous manquons de financement, beaucoup de financement, que ce soit au niveau des producteurs, pour l'entretenir leur verger, ils ont besoin de financement. Au niveau de la transformation, il y a également besoin de financement. Au niveau de l'exploitateur que je suis, par exemple, on a besoin également de financement. Or, les banques n'acceptent pas, les institutions financières n'acceptent pas d'accompagner l'agriculture. Et il y a la demande internationale. Il faudrait qu'au niveau de la filière anacarde également, nous puissions travailler à avoir, disons, à connaître la demande et à travailler pour que nos produits répondent, disons, aux normes et aux qualités, disons, de la demande. De la production à la commercialisation, il y a beaucoup à faire pour régler les questions d'organisation de la filière afin d'améliorer les performances du Bénin. Avec la naissance de l'interprofession pour la filière anacarde, un grand pas est franchi. Depuis 2012, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Mais avant cela, en 2013, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers nous ont encadrés et ont constitué ce qu'on appelle la plateforme nationale de dialogue public-privé. Les 4 familles d'acteurs, disons, ont été représentés dans cette plateforme-là. Et on a reçu des formations. On a fait, disons, beaucoup d'exercices de plaidoyer, comment est-ce qu'il faut, disons, lorsqu'il y a des problèmes qui existent, comment est-ce que d'une seule et même voix, nous puissions taire nos petites querelles là et voir rien que la filière. Et quand les familles d'acteurs sont organisées, l'État, à travers ses services déconcentrés, chaque partenaire, chaque acteur de la filière pourra apporter sa contribution. Du côté de l'État, des mesures sont en train d'être prises pour traduire dans les actes la volonté du gouvernement de promouvoir la filière. La fixation du prix du kilogramme du cajou à 500 francs au lancement de la campagne 2016-2017 le 3 mars dernier en est une illustration. Ça réjouit tous les acteurs. Selon ce que le ministre nous a expliqué, les producteurs seront encouragés. Déjà, le prix qui a été fixé, c'est 500 francs le kilo. C'est une façon de motiver le producteur à augmenter sa production. Avec les dispositions qui sont en train d'être prises, nous espérons que la commercialisation de la noix brute aussi va connaître un assainissement. Et cet assainissement-là va permettre aux exportateurs, aux acheteurs de se tirer d'affaires. Et l'autre chose qui est très importante, c'est que l'État pourra aussi trouver son compte. Le Bénin pourrait faire, disons, un grand bond
Et lorsqu'on sait que le gouvernement actuel est favorable à promouvoir cette filière-là, et je crois qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'espoir à avoir. Avec la mise sur pied des structures fêtières et les mesures engagées par le gouvernement, on note un regain d'espoir dans le rang des acteurs de la filière anacarde au Bénin. En interactualité, les Nations Unies ont plus que doublé leur demande de dons pour aider les réfugiés en Ouganda. Plus de 800 000 Soudanais du Sud ont traversé la frontière. De sources officielles, on apprend qu'il n'y a simplement pas assez de ressources pour subvenir à leurs besoins. Reportage. Il y a une semaine, c'était 2000 par jour. Aujourd'hui, c'est 4000. 4000 personnes qui traversent la frontière pour fuir les combats et la famine qui sévissent au Soudan du Sud. Au nord de l'Ouganda, il n'y a pas de combat. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre non plus. Grace Achola nous dit qu'elle et ses 5 enfants meurent de faim. Nous n'avons pas d'eau ici. C'est difficile. Il n'y a que des haricots à manger. On utilise la ration pour l'échanger contre d'autres nécessités. Mais cela fait un mois que nous n'avons rien reçu. Les efforts humanitaires ne sont pas suffisants. L'an dernier, l'ONU avait récolté 250 millions de dollars de promesses de dons. Mais elle n'a reçu que 40% du montant promis. L'ONU avait prévu qu'environ 300 000 réfugiés entreraient en Ouganda au cours de l'année 2017. Mais en moins d'un mois, c'est presque la moitié de ce nombre qui est déjà entré en Ouganda. Les rations alimentaires ont été diminuées. Les enfants montrent des signes de malnutrition. Et les tensions montent avec la communauté locale. L'Ouganda a déjà fait bien plus qu'aucune autre nation pour venir en aide aux réfugiés. Mais cette aide est mise à rude épreuve. Et près d'un tiers de sa propre population souffre de manque de nourriture. Lorsque l'on installe les réfugiés dans un endroit, il faut aussi trouver les moyens d'aider les communautés d'accueil pour encourager une coexistence pacifique entre les réfugiés et les habitants de la zone. L'ONU souhaite récolter 560 millions de dollars cette année. L'Ouganda espère que ses voisins feront pression pour obtenir la paix au Soudan du Sud afin de stopper le flot de réfugiés. Car la mission humanitaire est vraiment sous pression et elle ne tiendra pas encore très longtemps. Puis en Corée du Sud, l'ex-présidente a quitté la résidence présidentielle 2 jours après avoir été formellement destituée par la Cour constitutionnelle du pays. La présidente destituée de Corée du Sud a quitté la résidence présidentielle appelée Maison Bleue dans un cortège d'automobiles escorté par la police. Des centaines de supporters agitant des drapeaux attendaient à l'extérieur de sa maison pour la saluer. Madame Park s'est arrêtée pour s'adresser à quelques-unes des personnes réunies. Mais c'est son porte-parole qui a prononcé sa déclaration. Je m'excuse de ne pas être en mesure de terminer mon mandat de présidente. Je suis reconnaissante envers tous ceux qui m'ont fait confiance et m'ont soutenu. J'assume la responsabilité pour les conséquences de tout cela. Cela prendra du temps, mais je pense que la vérité sera révélée. Seule une minorité de Sud-Coréens soutient Madame Park. Mais ce soutien est fort, de même que leur condamnation de sa destitution. Le 10 mars, c'est le jour où la loi est morte en Corée. Les supporters de Park Geun-hye maintiennent que la présidente déchue est innocente, faisant valoir que même le procureur ne l'a pas accusée de profiter ou de soutirer personnellement de l'argent d'un des grands conglomérats. Toutefois, le procureur pense qu'il y a des preuves que Madame Park a aidé son ami Choi Chun-sil à soutirer des millions de dollars de grandes compagnies telles que Samsung en échange de faveurs politiques. Madame Choi et le dirigeant actuel de Samsung font déjà l'objet d'un procès. Juste avant le départ de Madame Park de la Maison Bleue, le dirigeant de l'opposition Moon Jae-in a déclaré que le départ de cette dernière devrait signifier le début plutôt que la fin de la transformation du pays. À travers ce changement de régime, nous devons rendre ce pays plus équitable, plus juste et plus sensible. Et cela achèvera la révolution des droits civils. Moon Jae-in, qui privilégie une approche plus souple vis-à-vis de la République populaire démocratique de Corée, est actuellement en tête des sondages pour l'élection surprise qui se tiendra dès le 9 mai. Et c'est tout pour cette tranche de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de journée en compagnie de nos programmes.